Aujourd'hui, on parle startup et on reçoit Bouker, expert en finance islamique. Donc, c'est un sujet qui passionne beaucoup de personnes parce que c'est pas méconnu. Donc, on va aborder la question et Bouker va nous aider à y voir un peu plus clair, Inch'Allah. Donc, sans plus attendre, on commence directement. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à l'investissement dans les startups. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on fait de la finance islamique. Et pendant très très longtemps, on était beaucoup plus focus sur les institutions financières, c'est-à-dire les banques, les sociétés d'assurance, les gestionnaires d'actifs, les banques centrales, les autorités, etc., pour les aider à mettre en place la finance islamique. Et puis, on recevait de temps en temps aussi des entreprises non financières qui nous sollicitaient pour les aider à structurer leur financement ou à lever des fonds. Alors, on a fait pendant très longtemps comme ça, juste à titre fraternel et amical, mais les demandes devenant de plus en plus grandes, de plus en plus nombreuses et de plus en plus sophistiquées aussi. Donc, on a été amené à en faire une activité nouvelle en 2024 qu'on a lancée sous la marque e-Capital Risk, ZQ à la fin. Les arabophones, ils le liront e-Capital Risk. On reviendra un peu sur ce que ça veut dire dans le cadre de l'investissement dans les entreprises start-up ou les PME. Et donc, voilà, donc ce qui m'a amené à m'y intéresser, c'est d'abord parce que on y retrouve pleinement l'esprit de la finance islamique, à savoir l'investissement dans l'économie réelle. On sait exactement comment notre argent en tant qu'investisseur il va être utilisé, déployé. Et puis, on est aussi pleinement dans ce que beaucoup appellent comment dirais-je, l'ADN de la finance islamique, à savoir le principe du partage des pertes et des profits. Bon, voilà, on pourra développer si tu veux. Mais voilà, ce qui nous a amené vraiment à nous y intéresser, c'est voilà, de répondre à ces sollicitations de plus en plus grandes. Et puis, en même temps, voilà, c'est notre activité. Donc, on essaie de faire des choses dans la continuité de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, très bonne, très, merci pour cette info-là. Mais il y a une chose que moi, une question que je me pose, c'est comment on va distinguer l'investissement dans les startups des autres formes d'investissement? Parce que est-ce que c'est complètement différent? C'est quoi le... Ok. Alors, on va récapituler peut-être pour nos auditeurs ou enfin nos internautes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Et il y a effectivement pour un investisseur lambda ou grand public plusieurs produits d'investissement qui existent. Tu as des produits bancaires aujourd'hui, alhamdoulilah en France ou même ailleurs. Il y a pas mal de produits d'investissement proposés par donc les banques ou les institutions financières qui sont Sharia compliant. On va retrouver dans de l'immobilier, on va retrouver dans des fonds actions, par exemple, des fonds actions des sociétés cotées. On va retrouver même parfois dans certains pays de l'investissement dans des matières premières. De plus en plus aussi avec le travail que toi tu fais sur les cryptos. Et donc là, on est dans des produits financiers assez classiques, à part les cryptos qui est quelque chose d'assez récent. Il existe depuis très longtemps, c'est aussi proposé parfois par certaines banques, la possibilité d'investir directement dans des sociétés. Alors, jusqu'à présent, la plupart du temps, ce sont d'abord des sociétés cotées. On peut ouvrir ce qu'on appelle un compte titre, un compte PEA, et on dit à son banquier, voilà, je veux investir dans telle société qui est cotée en bourse, et il exécute l'ordre. Et il existait aussi des fonds d'investissement dans le capital risque. Là, on est dans l'activité d'investissement dans ce qui est justement non coté. Ça s'appelle aussi le private equity pour les gros fonds d'investissement. Et depuis quelques temps, il y a aussi des initiatives qui ont été lancées à travers la multiplication de clubs d'investissement, de clubs d'investisseurs, pardon, qui, euh, qui proposent justement un peu de démocratiser l'investissement dans des sociétés non cotées et qui essayent d'organiser justement la rencontre entre l'entrepreneur qui a besoin d'argent et l'investisseur qui en a justement à investir. Donc l'investissement dans les sociétés non cotées, à savoir les PME ou les startups, on peut l'inscrire, si tu veux, dans la diversification. Donc c'est intéressant pour un agent économique, musulman ou pas d'ailleurs, qu'il s'intéresse à cet univers. Ça lui permet de diversifier
ces investissements. Donc, autant que tu peux investir dans de l'immobilier, dans de l'or, dans de la crypto, dans des sociétés cotées en bourse, eh bien, il est important aussi qu'il s'intéresse à l'investissement dans ce qui est non coté. Et en ce qui me concerne personnellement, c'est quelque chose que j'affectionne depuis très longtemps, avant même d'en avoir fait une activité, une business unit à part entière dans notre société. J'ai toujours été de ceux qui font la promotion de l'investissement dans l'économie réelle. Parce que fondamentalement, même si quand tu investis en bourse, tu investis dans une société qui est cotée, etc., ça rentre dans la case économie réelle, mais en réalité, tu sais pas vraiment comment ton argent il est utilisé. Ton action, toi en tant qu'actionnaire, généralement, tu représentes vraiment pas grand-chose dans une société cotée dont la capitalisation boursière est très très grande. Et alors que quand tu investis dans une entreprise non cotée, tu es beaucoup plus proche des fondateurs, tu es beaucoup plus proche du porteur ou de l'équipe qui porte le projet. Tu te sens un peu plus impliqué, un peu plus concerné, et tu sais comment ton argent il va être utilisé. Et là, voilà, il y a un peu comment dirais-je, tu es un peu plus au cœur de l'économie réelle parce que voilà, tu vois comment ton argent il est utilisé. Puis après, il y a différentes formes aussi d'investisseurs. Tu as l'investisseur qui donne que son argent et qui s'intéresse pas plus à la suite. Et tu as celui qui investit et qui en plus s'implique, qui peut ouvrir son réseau, qui peut ouvrir des contacts, et ce qu'on appelle les business angels, par exemple. Et aujourd'hui, les business angels, il y en a vraiment de plus en plus. Et moi, j'en vois beaucoup parce qu'on est sollicité par des sociétés parfois technologiques. Et on connaît aussi beaucoup dans notre entourage, moi-même qui suis un ancien informaticien, hein, début des années 2000. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont là, qui sont restés dans le monde de l'IT, de l'informatique, qui sont indépendants et qui ont donc une capacité d'investissement intéressante et qui parfois s'intéressent à des sociétés technologiques. Et en plus d'investir leur argent, ils investissent aussi du temps. Ils ouvrent leur carnet d'adresses. Donc, ils sont plus dans une logique, ce qu'on appelle les business angels. Tu mets de l'argent, tu fais grandir et tu accompagnes l'entreprise voilà, dans son cycle de vie. Excellent point de vue. C'est vrai que ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Justement, comment tu as placé, alors parce que tu as parlé de plusieurs types d'actifs, le niveau de risque et les opportunités qui vont être associées à ce type d'investissement? Alors, le niveau de risque, hein, là, on est pleinement dans le risque total, comme dans le marché action, et un peu moins que dans le marché crypto. Mais on est vraiment t'investis dans une entreprise, tu deviens actionnaire ou pas, parce qu'il y a aussi on en parlera peut-être un petit peu plus tard, des instruments de financement tels que ceux qu'on connaît dans la finance islamique, tels que les soukouk, où tu peux investir dans une société sans que celle-ci ne t'ouvre son capital. Donc, c'est ce qu'on appelle un moyen de se financer sans se diluer. On en reparlera peut-être si tu veux un petit peu plus tard. Mais donc par contre, les soukouk, c'est un peu moins risqué que l'action pure, que l'actionnariat pur, sachant que l'actionnariat, donc tu entres en tant qu'investisseur. Et là, tu es pleinement dans l'esprit de la finance islamique. Le projet, il réussit, tu partages les profits. Le projet, il échoue, bah, tu supportes les pertes à hauteur de ton investissement. Donc, on est vraiment dans la règle des 3 P, partage, perte et profit. Voilà, donc en termes de risque, c'est typiquement le risque de n'importe quelle société. Si elle réussit, tout va bien. Si elle échoue, bah, tu perds ton argent. Donc, il faut être très, comment dirais-je, très regardant sur le business plan, sur l'équipe, sur le projet en lui-même. Voilà, il faut y aller avec un petit peu d'analyse, hein, comme faut pas spéculer, hein, faut pas être en mode je parie que ça va marcher, non. Je sens que ça va marcher, mais j'ai des indicateurs objectifs. Aujourd'hui, il y a aussi un phénomène intéressant, c'est que les investisseurs, ils investissent beaucoup dans l'équipe, dans le porteur de projet. Donc nous, on regarde beaucoup ça, par exemple. Tu viens avec une super idée, mais par exemple, l'équipe, tu vois que la composition, elle n'est pas complémentaire, elle n'est pas harmonieuse. Parfois même, tu as des fondateurs qui se créent la tête entre eux. Il y en a qui veulent la stratégie, elle n'est pas totalement, ils sont pas en accord sur la stratégie. Donc là, ça démontre voilà une équipe un peu fragile. Donc c'est déjà des signaux dans lesquels tu te dis ouais, je vais pas forcément investir là-dedans. Mais quand tu as une équipe cohérente, compétente, complémentaire, parfois tu investis plus dans les hommes que dans le projet en lui-même. Parce que au final, tu sens qu'ils vont faire le maximum. Ça marche pas. Bon bah c'est pas grave. De toute façon il y a alors j'ai pas les chiffres en tête, je les ai pas préparés pour notre entretien, mais je crois qu'il y a près de 70 ou 75% des sociétés, en tout cas des startups,
qui mettent les clés sous la porte au bout de la deuxième ou de la troisième année, je sais plus, mais voilà, le risque dans les startups, il est très grand. Mais parfois, on dit, au lieu de mettre beaucoup d'argent dans une startup, vaut mieux mettre un peu d'argent dans plusieurs startups. Et tu es sûr qu'il y a au moins une ou deux qui vont te permettre de couvrir les pertes que tu vas faire sur les autres. Donc, ça veut dire que c'est très risqué, certes, mais derrière, quand ça pète, ça peut aussi, en général, quand c'est risqué, quand ça prend, ça prend. C'est ça. Quand ça prend, ça prend. Et puis après, bon, là encore, on parle de la startup. Donc, la startup, elle part de zéro, hein, et puis normalement, elle a vocation à grandir. Mais tu as une autre type d'entreprise, un autre type d'entreprise qui est demandeur de fonds et d'investissement. C'est les entreprises qui existent déjà depuis un certain temps, les petites ou moyennes entreprises, et qui ont besoin d'argent pour se développer. Et donc, on peut, en tant qu'investisseur, rentrer aussi dans ce genre d'entreprise, sachant qu'en fait, elle est déjà passée par la phase d'amorçage, elle est déjà dans une phase de développement, elle a peut-être déjà un gros portefeuille client, elle est peut-être déjà en France, maintenant elle veut de l'argent pour se déployer à l'international. Donc là, le risque, il est un peu plus mesuré, il est un peu moins grand. Et voilà, alors peut-être quelque chose de très important, nous ne sommes pas en train de faire du conseil en investissement. Faut le mettre en bas là. Faut le mettre en bas. On est juste en train d'expliquer comment ça fonctionne, donc et de sensibiliser sur ce segment de l'investissement qui est très intéressant et qui est aujourd'hui de plus en plus demandeur. En particulier pour les agents économiques musulmans, parce que les Ouais. entrepreneurs musulmans, bon, par exemple en France, c'est pas le cas partout, comme on est sur Internet, donc les gens peuvent nous écouter de différentes régions. Mais en France, par exemple, l'entrepreneur musulman, bah, il n'a pas beaucoup accès aux liquidités bancaires parce qu'il veut pas emprunter. Il veut pas s'endetter à cause de l'interdiction de l'intérêt, du riba. Donc, généralement, il va chercher de l'argent d'abord autour de lui, autour de sa famille, auprès de ses amis, etc. Et puis après, il va maintenant de plus en plus vers des fonds d'investissement, vers des clubs d'investissement. Et en fonction de où il en est comment dirais-je, dans la maturité de son entreprise, eh bien, il va demander des fonds de plus en plus gros et donc s'adresser à des profils d'investisseurs différents en fonction comment dirais-je, de l'âge de son entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle de l'investissement au début, on parle de l'amorçage, on parle de la phase de seed, SEED ou pré-seed. Ça, c'est généralement, on regarde dans ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire l'argent autour de soi, dans son entourage. Et quand la société, elle grandit ou le projet grandit, là, on va vers des investissements différents, ce qu'on appelle les séries A, série B, etc. Et là, on va vers des investisseurs différents également, jusqu'à aller vers des fonds d'investissement voilà, il y a ce qu'on appelle les venture capital ou les private equity. Bon, c'est des mots anglais, mais les gens peuvent très facilement comprendre ce que ça veut dire. Qui, eux, vont mettre là, pour le coup, des tickets plus gros, mais ils vont avoir des exigences également plus grandes. Donc, C'est vrai qu'il y a un truc par rapport au ticket, c'est vrai qu'on pense souvent que ça me fait rebondir, c'est que on pense que pour investir en startup, il faut des gros tickets. Hein, tu vois, montrer les grosses boîtes américaines, bon, les gens ont ça dans la tête. Hein. D'ailleurs, avant que tu répondes à cette question, parce que il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est quoi une startup en fait, déjà? bon, Vraiment, t'adresser la base. ouais, une startup, généralement, c'est une entreprise nouvelle, start, donc voilà, pour dire démarrage, qui va la plupart du temps venir avec une idée, souvent dans le monde de la technologie ou dans l'innovation. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui, on a des startups dans le monde tout ce qui est changement climatique, dans l'énergie renouvelable. Voilà, aujourd'hui, dans plein d'industries, il y a des entreprises qui se lancent et qui viennent avec de l'innovation et qui souvent sont portées par deux, trois personnes. Alors, je ne vais pas dire tout le temps des jeunes, mais souvent des jeunes, et qui, voilà, ont d'abord réfléchi tout seuls dans leur coin. Ils ont parfois conçu le produit ou la technologie, ils l'ont parfois testé, ils l'ont même parfois déjà vendu. Donc, tu vois, on peut avoir différents cycles. Et, euh, et donc, à un moment donné, ils ont besoin de se développer, donc ils ont besoin d'argent. Et donc, voilà, donc on dit investir dans une startup, c'est une entreprise très récente, très nouvelle, avec une couche innovation et qui a des perspectives de croissance intéressantes et donc des perspectives de rendement pour les investisseurs intéressantes. Voilà. Et donc, les startups, bon, ça existe, ça a beaucoup comment dirais-je, explosé avec la bulle de l'Internet au début des années 2000, hein, il y a 25 ans, avec tout ce Facebook, Google, Amazon, enfin tout ça, ça a été des startups.
Et à un moment donné, voilà, c'est devenu des mastodontes aujourd'hui du secteur économique, enfin de l'économie en général. Et du coup, je veux dire, est-ce que le ticket d'entrée, parce qu'on voit souvent que on regardait souvent les startups qu'à l'époque, c'était des 20 000, des 50 000. Aujourd'hui, est-ce qu'un petit particulier, enfin, lambda, peut investir dans une startup? Alors oui, en fait, il y a des considérations, comment dirais-je, qui vont être différentes en fonction de comment on regarde le sujet. L'entrepreneur, lui, il a besoin de liquidité. Bon, s'il est en phase de démarrage, généralement, il a besoin d'aller, je sais pas moi, 20 000, 30 000, 50 000 euros. Donc déjà, lui-même, il n'a pas besoin d'aller chercher énormément d'argent. Donc là, celui qui va rentrer dès le début, il va mettre un petit ticket ou un gros, en fonction de sa capacité à lui d'investissement. Mais à ce moment-là, généralement, voilà, la somme, le montant dont on a besoin, enfin, dont le start-upper a besoin ou l'entreprise, c'est relativement modeste. Donc là, on peut rentrer en fait, en réalité à partir de 1 euro. Mais tout dépend des besoins de l'entreprise. Et c'est vrai que pendant longtemps, l'investissement en start-up, il n'était pas très démocratisé. Il l'est de plus en plus. Et donc aujourd'hui, on a par exemple des clubs d'investisseurs qui permettent d'investir à partir de 1000 euros, de 500 euros. Et aussi, par exemple, avec le crowdfunding qui s'est développé il y a une dizaine d'années, on pouvait entrer à partir de 10, 15, 100 euros. Donc voilà, tout dépend vraiment du projet et ou de la plateforme sur lequel le projet est présenté pour lever des fonds. Donc le ticket, en réalité, aujourd'hui, il est, je dirais, à partir de 1 euro jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros. Mais généralement, on va chercher plusieurs centaines ou plusieurs millions d'euros quand le projet il est déjà dans une phase avancée, si ce n'est très avancée. D'accord, très bien. Donc, l'agent économique musulman, du coup, euh, quels critères auxquels il doit faire attention pour s'assurer que son investissement dans la startup, il est halal? Alors, très bonne question. Bien entendu, il faut d'abord regarder le secteur d'activité de l'entreprise. J'ai envie de dire, c'est la couche première, tout de suite, savoir dans quel secteur d'activité il est. Et puis ensuite, il faut regarder comment il se finance. Par exemple, tu as des entreprises qui se sont déjà endettées au niveau bancaire. Ça ne veut pas dire que il faut bannir un entrepreneur musulman qui a déjà un crédit bancaire, mais il faut plutôt réfléchir et voir avec lui comment on peut l'accompagner pour qu'il sorte de l'endettement bancaire. Et, euh, et puis ensuite, bien sûr, il faut regarder quelles sont les perspectives d'évolution de l'entreprise. Et par exemple, quand elle est dans, je sais pas, dans des gros secteurs d'activité, si elle envisage de filialiser ou de, voilà, dans son développement, il faut regarder, bien sûr, est-ce que elle sera toujours Sharia compatible jusqu'à ce que tu as des sociétés qui, à un moment donné, rentrent en bourse. C'est possible aussi. Et là, il y a des critères qui ont déjà été définis par les savants sur l'investissement des sociétés cotées qui sont déjà plus ou moins standardisés. Mais sur tout ce qui est hors société cotée, c'est vraiment du cas par cas. On va regarder et évaluer les critères de conformité de chaque entreprise. Bien sûr, avec, comme je disais tout à l'heure, le dénominateur commun, c'est le secteur d'activité. Et après, on va regarder comment est-ce que se comporte financièrement. Ça, c'est l'entreprise. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très important et qui est aussi très peu connu. Et là aussi, nous, on fait beaucoup d'accompagnement justement des entrepreneurs. C'est comment est-ce qu'ils vont faire rentrer les investisseurs dans leur activité. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, soit on ouvre son capital, on est actionnaire. Donc, il faut regarder le pacte d'actionnaire, les statuts de l'entreprise. Donc là, il peut y avoir des clauses ou des dispositions qui ne sont pas HLA compatibles. Par exemple, les gens ne le savent pas ou très peu que ce qu'on appelle des actions de préférence. C'est pas Ça HLA peut être financier, ouais. des actions préférentielles, c'est pas HLA compatible. Donc, si un entrepreneur musulman te propose à un autre des actions préférences, elles ne sont pas charia compatibles. Ou si un entrepreneur non musulman, parce qu'on peut investir dans une société portée par des non musulmans, il n'y a pas de contre-indication. Ce qu'il faut regarder, c'est le secteur d'activité et les termes du contrat qu'on nous propose. Le contrat, les statuts, ça peut être le pacte d'associés, ça peut être ce qui se fait de plus en plus, ce qu'on appelle un BSA, AIR, un bon de souscription d'actions, accord d'investissement rapide, AIR. L'équivalent en anglais, c'est le SAFE, SAFE. Donc voilà, vraiment, il faut regarder, il faut faire analyser par des experts en la matière. Entre parenthèses, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup en ce moment. C'est voilà, être sûr que l'investissement
enfin que la relation contractuelle entre l'investisseur et l'entreprise, elle soit Sharia compliant. Il faut faire un certain nombre de due diligence. Et puis, quand et l'entrepreneur et l'investisseur est musulman, et à un moment donné aussi, il faut s'intéresser à la zakat. Zakat el-Mel, là aussi, c'est une composante extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger. Pour l'investisseur, à un moment donné, s'il doit payer la zakat, il doit savoir comment la calculer sur son investissement dans la société. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est un peu technique. Et pour l'entrepreneur musulman aussi, il doit discuter avec ses investisseurs pour savoir quelle modalité mettre en œuvre pour le calcul de la zakat. Est-ce que c'est l'entrepreneur qui le fait pour le compte des investisseurs ou est-ce que c'est chaque investisseur qui le fait de son côté? Et donc, il y a tout un calcul à faire. Donc, chaque année, on va regarder là aussi le bilan et on va extraire les informations pertinentes pour le calcul de la zakat. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses. Secteur d'activité, relations contractuelles et ensuite, un an plus tard, j'ai envie de dire aussi le sujet de la zakat parce que comme tu sais, la zakat, c'est une fois par an. Donc voilà, il ne faut pas négliger. J'en profite de cette audience enfin de cette opportunité de parler publiquement pour souligner l'importance de la zakat dans nos investissements. Donc j'invite les internautes et l'audience comment dirais-je, à ne pas négliger ce pilier de la religion musulmane. Hyper important. Hyper important. Hyper Ça important. paraît avoir quelque chose hyper important. Ouais. Voilà. En fait, il est autant important que la prière ou que d'autres piliers de la religion. Et malheureusement, il est un peu moins étudié et on est un peu moins sensibilisé à ce sujet. Bon, ça reste un sujet technique, mais il y a certaines règles de base qu'il faut connaître. Alors, on va fermer la parenthèse zakat, on en parlera peut-être un autre jour, mais c'est l'occasion de placer le produit, de placer le pilier, j'ai envie de dire. Exactement. Alors, moi, je peux dire par exemple, je vais prendre l'exemple. Je suis entrepreneur, d'accord? Je cherche à lever des fonds, et tout en respectant mon éthique, bien entendu, hein, pour mon musulman. Quelles sont les solutions, les options aujourd'hui pour moi sur le marché? Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas, comment dirais-je, un bureau auquel tu vas pouvoir aller toquer et on va te proposer un catalogue de solutions charia compatibles. Il faut d'abord, première étape, avoir un projet sérieux, solide, avec un business plan sérieux, solide, et, et présenter des perspectives intéressantes pour des investisseurs. Ensuite, et ben, les gens peuvent se rapprocher de ce que nous on fait sur notre site internet i-capitalrisque.com. Tu pourras le mettre quelque part sous la vidéo. Voilà. Nous, on a sur ce site-là une rubrique investisseurs et une rubrique entrepreneurs. Donc, ils peuvent nous soumettre, les entrepreneurs, leurs dossiers. Nos équipes vont regarder. Et pareil pour les investisseurs qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, ils peuvent aussi venir s'inscrire sur notre site internet. Et de temps en temps, quand on a des entrepreneurs qui cherchent à se financer, après que nous ayons analysé, nous, l'opportunité, on invite l'entrepreneur à présenter son projet devant une audience d'investisseurs potentiels. Voilà, donc, Ma pitcher. voilà, merci. Il va pitcher. Donc, on va lui demander de nous envoyer son pitch deck et on fera, nous, d'abord, préalablement, l'entretien avec lui. On va regarder, on va challenger. Voilà, parfois, nous-mêmes, on investit. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et voilà, quand il y a des opportunités, on présente ce qu'on peut, ce qui nous paraît le plus pertinent à des investisseurs qu'on connaît dans notre entourage. Alors après, ça dépend aussi du montant dont on a besoin, enfin, dont l'entrepreneur a besoin. Donc, si tu as besoin de 50 000, 100 000, on va dire, c'est moins compliqué que d'aller chercher 500 ou quelques millions. Nous, là, par exemple, on travaille sur un projet qui a besoin de 500 000 euros, un projet super intéressant de casque connecté avec de la technologie, etc. On travaille sur un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux de construction d'un véhicule à hydrogène. Donc là, il y a besoin de plusieurs millions d'euros. On travaille sur des projets technologiques. On est sur des fintech aussi. L'année dernière, on a accompagné une entreprise Qu'est-ce également. que c'est fintech? Startup fintech, qu'est-ce que c'est fintech? Fintech, ah oui, c'est vrai, il faut à chaque fois définir. Qu'est-ce qu'une fintech? C'est les entreprises innovantes dans la technologie qui proposent des services pour le secteur financier. Voilà. Il y a fintech, finance, Voilà. technologie. Voilà. Donc, désolé pour les spécialistes, mais parfois, Faut expliquer à tout le monde parce que les gens, ne comprennent pas tout ça.
Donc voilà, l'année dernière, on a accompagné une entreprise dans les fintech qui avait besoin de 300 000 euros. Au final, elle a obtenu 800 000 euros. Donc ça démontre l'intérêt pour du côté grand public d'investir. Il y a des gens qui ont mis 1000 euros, il y en a qui ont mis un peu plus, et voilà. Et puis après, il y a toute la partie structuration. Donc on va regarder comment faire rentrer tous ces investisseurs dans l'entreprise. Parfois, on peut créer une entreprise intermédiaire. Parfois, on va directement dans l'entreprise. Tout dépend. Là, on est après dans de la gymnastique juridique et contractuelle pour trouver le meilleur montage qui soit le plus pertinent à la fois pour l'entrepreneur et pour l'ensemble des investisseurs. Et enfin, quelque chose qu'il ne faut pas négliger également, c'est le côté fiscal. Parce que nous, on parle du côté charia compatible, on parle du côté juridique, mais il y a aussi parfois des avantages fiscaux. Et c'est intéressant pour quelqu'un qui veut défiscaliser d'investir dans des entreprises non cotées, parce qu'il y a voilà, plein de dispositifs intéressants qui sont à regarder de près, et à la fois utiles pour l'entrepreneur, mais également pour l'investisseur. Donc voilà, il ne faut pas négliger ça. C'est super important. Ok, très bien. Et quelles sont les erreurs courantes à éviter lors de la structuration justement d'une levée de fonds? Alors, parfois, moi, l'erreur la plus courante que je vois en ce moment, je parle de là, on est en avril 2025, c'est que l'entrepreneur, il vient avec une idée, Mhm. mais en réalité, ce, comment dirais-je, le montage juridique avec lequel il veut lever des fonds ne correspond pas réellement à son besoin. D'accord. Et en fait, j'ai envie de dire, l'erreur la plus courante, elle est liée au fait que les entrepreneurs, mais aussi les investisseurs, connaissent très peu la diversité des instruments financiers islamiques. Et donc parfois, voilà, donc on va regarder des choses de façon très simple, simpliste même. Est-ce que j'emprunte ou est-ce que je fais rentrer les gens dans mon actionnariat? Alors que on pourrait justement structurer des choses un peu plus complexes, comme les sous-coucs, qui permettent à des investisseurs d'entrer dans une entreprise sans qu'ils n'en deviennent actionnaires. Et parfois, pour l'entrepreneur, c'est aussi intéressant de lever de l'argent sans forcément ouvrir son capital. Et là, ça sollicite des expertises un peu plus fines et notamment sur le plan juridique. Donc, euh, justement, ça me rappelle que une des erreurs qui est souvent faite, c'est que les entrepreneurs ne s'accompagnent pas assez de compétences juridiques. Ou alors, bon, tu vas me dire, ils ont peut-être pas forcément les moyens au départ, mais en tout cas, si je devais leur donner un conseil, c'est ne négligez pas l'accompagnement juridique. Donc, prévoyez tout le temps des budgets pour trouver la bonne combinaison juridique, le bon contrat qui va vous protéger à la fois vous, mais également les investisseurs. D'accord. Je pense que ouais, ça peut. Je pense que des fois les gens se lancent un petit peu. Comment t'es la wall again et on y va et c'est pas aussi Voilà, simple que ça. c'est ça. Et puis aussi, il y a une erreur très fréquente, très très fréquente, qui est liée aussi au déficit de connaissance de la finance islamique. Parce que l'entrepreneur musulman, il croit qu'il y a que le crédit à intérêt bancaire qui est interdit. Alors qu'en fait, quand il va sur Internet et il prend le statut d'une entreprise classique, Mhm. bah, il y a plein de clauses qui sont pas bonnes. Quand il va chercher un modèle de pacte d'associés, c'est pareil, il y a parfois des clauses qui sont pas bonnes. Et donc, là, il faut aussi ne pas négliger l'accompagnement quand on n'a pas la compétence en interne par des experts en charia pour éviter, dès le départ, qu'il y ait des dispositions non compatibles, plutôt que de devoir plus tard, une fois qu'on s'en est rendu compte, Je fais corriger. d'appeler. Voilà. Ouais, non, ça veut dire si par exemple tu as une clause dans tes statuts qui n'est pas bonne, alors que tu as déjà créé la société, les statuts sont publiés, tu changes pas les statuts comme ça, en fait, il faut faire une assemblée générale, il faut convoquer les investisseurs, Mm. il faut renvoyer ça au registre du commerce, etc. Donc il y a tout un formalisme, c'est des coûts en plus. Donc autant, dès le départ, prévoir un budget pour se faire accompagner là-dessus. Et je pense qu'on voit mauvais signal aussi, d'ailleurs aussi. Si tu vois que dès le départ, les investisseurs qui ont ce côté éthique et qui voient qu'au départ, des choses qui sont faites qui n'étaient pas bonnes, Oui, ça craint, quoi. Donc, je pense exactement. que faut bien faire les choses, exactement, ouais. Exactement. D'accord avec ça. C'est pas mon message si c'est mal fait. En tout cas, ça va être compliqué. Je vais te poser une question intéressante. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience ou un projet marquant où tu as accompagné une startup dans sa levée de fonds? Oui, là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse à titre personnel, hein, quand j'accompagne une entreprise, je me pose déjà une question, en fait, moi-même, avant de la proposer à des investisseurs. Est-ce que moi-même, j'investirais dedans?
Donc déjà, ça veut dire Donc, que au niveau qui oui, ça c'est un conseil en fait. Enfin, c'est un conseil. C'est ce que souvent les conseillers en investissement disent. Voilà, est-ce que toi-même t'investirais là-dedans si voilà ce projet-là t'intéressait ou pas. Parce que quand tu accompagnes des gens, c'est pas ton argent qui va être investi, c'est leur argent. Donc, je parle des investisseurs. Donc, il faut un minimum déjà se dire, si moi j'y vais, ça veut dire que moi-même j'y crois. Donc, ça permet d'être un peu plus convaincant sur le sujet. Et donc, moi, ce qui me marque le plus quand je fais cette activité-là, c'est vraiment la passion des entrepreneurs pour leur projet, leur bébé. Il y en a certains qui sacrifient énormément de temps, ils sacrifient énormément de choses de leur vie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs passionnés qui laissent tomber ce qu'ils faisaient avant. Ils étaient tranquilles, salariés, etc. Ils veulent devenir entrepreneurs. Donc, au début, c'est très difficile. Ils sacrifient leur salaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment le côté le plus frappant dans cet univers-là. C'est les sacrifices que les entrepreneurs font. Et, et puis voilà, il y a des projets sur lesquels moi j'aime bien aller sur le terrain. Là, récemment, au mois de janvier, j'ai accompagné une entreprise. On est allé en Arabie Saoudite euh, pour justement participer à des événements internationaux. Et sur le terrain, bah, dans d'autres juridictions à l'international, tu as aussi l'opportunité de voir comment les gens qui sont pas dans ta zone de confort, c'est-à-dire en France ou dans ton environnement traditionnel, comment eux perçoivent ton projet, comment ils te challenge, comment ils te disent, ils t'ouvrent aussi parfois des idées auxquelles toi, tu n'avais même pas pensé. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, on accompagne une entreprise qui s'appelle, je peux en parler parce que je suis autorisé, qui s'appelle Tally Connected. C'est un entrepreneur qui fabrique des casques de moto. Donc, il est dans le secteur de la mobilité et de la sécurité des motards. Donc, avec une technologie embarquée sur le casque, avec un boîtier qui est connecté à la moto, qui permet d'envoyer des alertes en cas de chute ou en cas de tentative de vol. Parce que c'est un gros fléau, ça, par exemple, en France, les vols de moto. Et quand on était dans un autre pays, en Arabie Saoudite, les gens étaient beaucoup plus intéressés par le boîtier que par le casque en lui-même. Parce que le boîtier, il embarque des technologies, ce qu'on appelle l'IoT. Et comme voilà, en Arabie Saoudite, ils sont à fond dans ce qu'ils appellent les smart cities. Donc, c'est le genre de boîtier, de technologie qui peut les intéresser pour plein de choses différentes. Par exemple, certains nous disaient, alors c'est pas l'Arabie Saoudite, mais c'est à Dubaï. Quelqu'un nous disait que, par exemple, à Dubaï, il y a un vrai problème avec les livreurs Uber qui, avec la chaleur, et ils font des heures pas possibles et il y en a beaucoup qui tombent dans les vapes en fin de journée. Et leur employeur, ils savent pas où ils sont. Et parfois, ils perdent la localisation du téléphone. Et donc, typiquement, ce genre de boîtier peut permettre d'améliorer la sécurité de ce genre d'activité comment dirais-je, professionnelle, où, voilà, grâce au boîtier, tu peux retrouver quelqu'un qui peut s'évanouir quelque part à cause de la chaleur. Voilà, typiquement, tu vois, le genre de truc où sur le terrain, moi, je sors un peu de ma zone de confort strictement financière. Et là, je vois des choses, vraiment, on est dans l'économie réelle. Donc, quelqu'un qui investit son argent, bah, il voit que ça va être transformé dans de la technologie, dans de la recherche, dans du matériel, du hardware. Et moi, je préfère ça que de mettre mon argent dans un ETF ou en bourse. Voilà, je sais même pas comment mon argent il est en fait utilisé par une entreprise cotée en bourse. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai que, bon, à Cloudflare, pour donner l'opportunité de pouvoir investir là-dedans, c'est que, même moi, il y a pas ce côté startup qui, je vois comment ça se développer. C'est super intéressant parce que ça donne de la force à des gens qui veulent lancer des projets des fois très intéressants. Et le fait qu'aussi qu'il y ait des possibilités de pouvoir se lancer, ben ça dit aux gens, ben c'est un signal fort qui dit aux gens, écoute, tu rêves d'un truc, structure, fais un petit du boulot en amont, et derrière, vas-y quoi, tu peux rêver. Donc et derrière, il y a des gens qui sont prêts à pouvoir t'aider. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et je vous invite vraiment à aller sur le site que je mettrai en description et en commentaire, Inch'Allah. Donc, quelles recommandations tu pourrais faire pratiques que tu pourrais donner aux investisseurs qui souhaitent se lancer dans l'investissement startup? Pas de continuer un peu à s'éduquer sur le sujet. Et Mhm. puis, à chaque fois qu'une opportunité leur est présentée, voilà, de participer aux sessions de pitch et de poser des questions et vraiment d'être sensible à cet investissement dans, encore une fois, ce que j'appelle moi investir dans l'économie réelle. Voilà, c'est à inscrire dans une logique de diversification. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance, et toi tu le vois parce que tu es au cœur
de ce sujet, les cryptos. Tout le monde va aller vers les cryptos, le Bitcoin, ça explose, nanani, nanana, Trump, il dit des trucs. Hier, je m'intéresse aussi à ce sujet-là, par exemple, mais on voit que comment dirais-je, l'environnement crypto, bon, il a un côté intéressant aussi à regarder sur plein d'aspects technologiques, même en termes de révolution financière et en termes aussi de comportement des agents économiques sur l'aspect purement Sharia compatible. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Il faut aussi regarder Diversifié. C'est encore bien. diversifier, mais plus fondamentalement, c'est que les entrepreneurs, les agents économiques musulmans, en France et même dans beaucoup d'autres pays, ils ont accès aux liquidités, ils ont moins d'accès aux liquidités. Et donc, qui d'autre que nous autres, le grand public, peut, qui d'autre que nous, le grand public, est comment dirais-je, est le plus concerné par cet enjeu de comment accompagner ces agents économiques musulmans. Parce qu'encore une fois, en finance islamique, il y a un principe qui est fondamental, c'est celui du partage des pertes et des profits, celui ce que je dis souvent moi, le gain sans risque, no risk, no risk. Voilà, encore une fois, un petit jeu de mots là-dedans pour les arabophones que j'utilise beaucoup, moi, ce jeu de mots. Mais c'est la philosophie même de l'investissement en finance islamique et elle est la plus manifeste, la plus évidente, la plus apparente dans l'investissement en start-up ou en PME. Très bien. Et quels sont selon toi les secteurs ou les types de startups les plus prometteuses? Tu vois, pour un investisseur, pour moi aujourd'hui, je vais investir dans une startup. Quels sont les secteurs qu'on le vend en poupe? Ouais, il y en a plein, mais la plus prometteuse, honnêtement, là, je risque de tomber dans le conseil en investissement, donc je préfère éviter de répondre à ces questions de façon trop précise. Mais oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets intéressants dans les technologies, toujours. Technologies utiles au secteur financier, donc les fintech. Bon, je pense que c'est un secret pour personne aussi, le l'IA. Il y a beaucoup de choses qui se font mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font dans le secteur industriel. Typiquement, tout à l'heure, je te parlais des casques connectés. Il y a des gens qui sont pour tout ce qui est relatif à la distribution de produits, donc pour toute la chaîne de valeur de la distribution du fournisseur jusqu'au client. Il y a des besoins dans la mobilité, il y a des besoins dans l'environnement. Donc tout ce qui est changement climatique aussi, il y a pas mal de choses qui se font. D'ailleurs, par exemple, en finance islamique, on parle beaucoup de green sukuk, donc de sukuk Oui. verts, des sukuk pour soutenir le financement des entreprises dans le cadre du changement climatique. Donc voilà, il y a pas mal de choses là-dedans. Donc il y a aussi ça, il faut vraiment regarder. Par exemple, en Afrique, moi, je suis souvent sollicité pour des projets dans le secteur agricole. Ouais. Donc, tu vois, il y a vraiment, il faut regarder partout. Et puis aussi, il faut ne pas avoir peur de regarder en dehors de ses frontières. Alors, c'est plus facile pour un Européen d'investir en dehors de l'Europe. C'est un peu plus compliqué pour un Africain d'investir en Europe. C'est vrai, parce que l'argent, il circule plus facilement d'un côté que de l'autre. Mais un Africain et un Marocain peut investir au Sénégal et aussi vice-versa. Il faut regarder un petit peu aussi. Il ne faut pas avoir peur de regarder au-delà des frontières qui sont les nôtres pour aussi saisir les opportunités et diversifier. De belles opportunités d'ailleurs, je pense. De belles opportunités en plus. Bon. Donc, c'est toujours, comme on dit, les profits se font à l'achat. J'aime bien dire ça. Ben, c'est vrai que les gens, des fois, ils ont peur et on a des biais cognitifs et c'est malheureux, mais bon. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Je vais te poser une question que je t'ai pas posée encore. Et je pense que c'est important. C'est une question que je pose des questions sur tes bouquins, ce que tu lis, etc. Mais celle-là, c'est toi, en tant qu'investisseur musulman, euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu peux nous partager si tu veux bien. Si tu veux bien nous partager ce conseil-là. Un conseil d'investissement, bien sûr, hein, mais la chose qu'on t'a dit qui t'a le plus impacté. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est étudier la finance islamique. On t'a dit juste ça. Voilà. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, même un peu plus, 22 ans, on m'a dit intéresse-toi à ce sujet.
Et Donc, intéressez-vous à la finance islamique alors. Je pense que ça, c'est votre devoir. Hein. Vous êtes intéressé pas du jour. ça m'a beaucoup, beaucoup apporté sur plein, plein, plein comment dirais-je, de choses dans ma vie. Et puis, ça m'est très utile aussi quand je parle avec des non-musulmans, parce que je parle beaucoup aussi avec des non-musulmans, Bien sûr. parce que c'est un sujet dans lequel se rencontrent les gens. Et ça rappelle aussi le fait que historiquement, le commerce a fait que beaucoup comment dirais-je, de civilisations se sont rencontrées et ont partagé des choses. Et aujourd'hui, nous, on a la finance islamique qui dit au monde, intéressez-vous à ce que je vous propose comme alternative. Elle n'a pas la prétention, la finance islamique, de venir se substituer à tout ce qui existe. Elle est là pour proposer une boîte à outils différente et accessible à tous et toutes, sans distinction d'origine ou de religion ou de confession, parce qu'elle porte des valeurs universelles. C'est bien que tu le dises, hein, parce que souvent on pense que c'est que pour les musulmans, finance islamique. Et ça- moi, j'aime bien dire aux gens, ben, écoute, c'est juste que ça respecte une certaine éthique, c'est tout. Mais c'est vrai que les gens, ben, je pense que le message, il faudrait peut-être qu'on l'adapte, je sais pas, parce que les gens, c'est mal perçu. On va dire que c'est mal perçu. Pas méchamment, mais c'est-à-dire que ça fait un peu, non, c'est que pour les musulmans et c'est pas pour vous, quoi. Et moi, je dirais, c'est ce genre de réflexion quand je parle de tout ce qui est dans les cryptos, tout ce qui est éthique. Je dis, non, juste, il y a des choses qui sont pas adaptées au repas de la dette, etc., des choses comme ça. Donc, des choses qu'on ne fera pas, mais des choses qui sont, des choses qui sont saines, quoi. Donc, il y a un travail. Mais on en parlera, mais je pense que c'est quelque chose de très important pour que les gens comprennent que non, on va ça va plus protéger l'investisseur, le consommateur, que quelque chose qui peut paraître comme le crédit, qui peut des fois, ben, les gens voient ça comme un levier. C'est intéressant quand tout va bien, mais on voit que les catastrophes qui se sont passées euh, chaque fois enfin, on voit dans les sociétés, les banques, etc., des pays, que ça tient pas la route. Mais quand ça fait mal, ça fait très mal. Et il peut avoir des répercussions qui peuvent même aller sur le petit citoyen qui est déjà assez embêté comme ça. Et je pense que voilà, on peut protéger les gens, leur dire que c'est une finance qui, je vais pas dire, qui va leur dire que tu gagnes à tous les coups. Non, il y a des risques à prendre toujours, mais qui peut le protéger contre des risques qui peuvent être faire très mal, faire très mal. Donc voilà pourquoi que moi aussi j'essaie d'en parler. En tout cas, merci à toi pour avoir répondu à l'invitation et surtout pour permettre aux personnes de pouvoir investir dans les startups. Donc les entrepreneurs, les investisseurs, je vous invite vraiment à y aller parce que même moi j'y couvre, ça se fait de plus en plus, mais les structures, on les connaît pas, souvent malheureusement. Les gens veulent investir, mais ne savent pas où investir leur argent. Et alhamdoulilah, comment tu sens un petit peu la population, comment les personnes, est-ce qu'ils sont contents de participer à ce genre de choses? Oui, oui, il y a un engouement de plus en plus grand, alhamdoulilah. Il y a aussi de la maturité. Il y a des gens qui posent maintenant des questions assez intéressantes, assez poussées. D'ailleurs, c'est pour ça on envisage, Inch'Allah, peut-être au courant du mois de mai, bon, les dates ne sont pas encore fixées, mais d'organiser des événements en ligne dédiés à ce sujet de façon un peu plus technique, à la fois pour les entrepreneurs, parce que là, nous, plus on travaille sur des dossiers, plus on se rend compte qu'il y a besoin d'éducation technique. Et là, je parle pas de choses très génériques, mais vraiment, voilà, on va essayer de mettre l'accent sur les sujets les plus importants à anticiper pour éviter d'avoir à corriger plus tard, côté entrepreneur, et puis aussi côté investisseur. Moi, je suis déjà intervenu plusieurs fois dans des clubs d'investisseurs qui me sollicitent comme ça pour éduquer un peu sur la partie, un peu comme tu es en train de le faire toi aujourd'hui, investissement dans les startups. Donc, on va aussi proposer un petit programme. On n'a pas encore fini de le designer, mais aussi pour les investisseurs, voilà. Investir dans les PME, les startups, euh, pas du conseil d'investissement, mais plutôt comprendre et décrypter ce segment pour que voilà, ils puissent avoir les outils et mieux appréhender voilà, ces opportunités. Bon, Claude, en tout cas, c'est magnifique. Ça fait plaisir de voir que ce que tu apportes, en voit ta récompense parce que vraiment, pouvoir investir dans une société qui a de très bonnes idées,
qui veulent se développer, qui vont aider les gens aussi à faire de très belles choses. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder ça à fond et voir ce qu'il y a d'intéressant, donc de suivre un petit peu. Donc, on n'a pas toujours de sociétés qui sont là, j'imagine, qui viennent taper à la porte et qui sont disponibles. Mais voilà, de surveiller de temps en temps qu'est-ce qui peut être intéressant pour soi et pouvoir aider ces gens-là à réaliser leurs rêves. Parce que pour beaucoup, je pense que c'est une vision, un rêve. Ils sont à fond, comme tu dis. Et si on peut accompagner derrière et que en amont, vous avez fait ce travail d'accompagnement au niveau de l'éthique, ben c'est top. Voilà, clairement. Donc, je te remercie d'avoir répondu à l'éthique, à l'obligation. À bientôt, Inch'Allah. Et je te dis à très bientôt pour notre épisode. Inch'Allah de l'Islam, la finance et moi. Exactement. Et le contraire, la finance, c'est ça, moi. C'est ça, je crois. Allez, ça. Donc, je te dis à très bientôt. Bon, à toi, avec ça va, Ça.